Donc la thématique de ce soir, c'est le gluten, mode ou réel bienfait. Le sans gluten, mode ou réel bienfait. Je pense que c'est la question que vous vous posez si vous êtes là. On entend énormément de choses contradictoires. D'un côté, il y a toute une vague de fond d'articles scientifiques ou alors de vulgarisation dans les journaux féminins ou autres. Voilà. On en parle partout, même dans le sport. Il y a même Decathlon depuis hier j'ai vu qui vend dans ses magasins la marque Jocolife, donc le produit sans gluten de Djokovic, qui est un grand des fers de lance. Donc ça arrive aujourd'hui sur le marché. Ça arrive aussi dans les enseignes non spécialisées comme dans les grandes surfaces. Et d'un autre côté, au niveau médical, on a beaucoup de scepticisme par rapport à cela. Donc il y a deux choses totalement contradictoires. Une levée de fonds au niveau plus marketing et de la population. Et d'un autre côté, un scepticisme ambiant au niveau on va dire, des professions médicales de manière générale. Alors le but de cette conférence, c'est pas d'apporter une vérité tranchée par rapport à ça, parce que ça sera assez présomptueux, puis justement, quand on est dans des périodes de définition, c'est plutôt d'aller investiguer dans les deux sens pour voir ce qui est vrai. Par contre, c'est de donner des informations pratiques, surtout les dernières avancées qu'il peut y avoir au niveau scientifique, et puis quelles ont été les évolutions sur les 50 dernières années par rapport à cette mesure du gluten, et encore plus sur la propension à consommer de plus en plus. La première chose qu'on devrait faire, c'est de se dire que disent les études. Alors, on voit que depuis, en gros, 50, 60 ans, l'intolérance au gluten cesse d'augmenter. Ça, on le mesure par les personnes qui ont la maladie de cœliaque. C'est l'intolérance au gluten pur. Ça, on a des outils de diagnostic au niveau médical pour le faire. C'est avec, évidemment, des coloscopies, puis après des prélèvements au niveau de la muqueuse et de ses villosités. Et ça, à partir de cet outil de diagnostic médical-là, on se rend compte qu'il y a une augmentation qui est, selon les régions, multipliée des fois jusqu'à 10 au niveau, donc depuis les 50 dernières années. Donc c'est pas anodin, on a pour ça deux solutions, c'est où il y a une problématique au niveau de l'organisme humain, c'est-à-dire une non-acceptation ou alors une différence d'évolution, ou alors il y a une différence dans le traitement qui est fait au blé. Ou alors les deux, ce qui peut être la troisième voie. Donc ça, pour cet outil de diagnostic-là, de la tolérance au gluten, on voit qu'il y a une mesure, mais il y a quelque chose qui est plus important, c'est les gens qui essayent, par empirisme, d'arrêter le gluten et qui constatent un mieux-être. Et là, on est un peu dans un flou artistique, puisque on a du mal à mesurer réellement. Des fois, on a de pluri-approches, il y a des gens qui vont enlever les produits laitiers et le gluten dans ce terme, donc on ne sait pas trop. En tout cas, on estimerait aujourd'hui, d'après certaines études, qu'un Français sur 3 aurait une sensibilité au gluten, plus ou moins prononcée. Donc ça reviendrait à dire qu'un peu plus de 20 millions de la population, 20 millions de personnes en France, auraient des symptômes liés à l'intolérance au gluten. C'est des symptômes qui vont de la simple céphalée à l'allergie, en passant par les douleurs articulaires, et puis évidemment les syndromes du côlon irritable, etc., qui sont beaucoup plus localisés. Mais en gros, c'est des choses qui sont très disparates. Donc, du fait que ça soit très différent au niveau symptomatique, c'est évidemment très dur à diagnostiquer. Et c'est là où il y a tout le problème, c'est qu'en général, un allergologue il va regarder des réactions allergiques très fortes, immédiates, et ça peut être beaucoup plus insidieux. Ça peut être même sur le phénomène d'intolérance, jusqu'à 2 et 3 jours après. Donc c'est très dur à mesurer, et des fois ça sera des douleurs articulaires, des fois des maux de tête, des écoulements nasaux, des problèmes au niveau des bronches. Donc c'est très dur de faire le lien. Et c'est à partir de ces symptômes multiples, et puis à partir d'échantillons qui ont été créés, qu'on estime, malgré tout, qu'une personne sur 3 pourrait être sensible. Donc d'un côté, par empirisme, on va dire ça existe, et d'un autre côté, au niveau de la recherche scientifique, on va dire, c'est plutôt une mode, parce qu'on n'arrive pas à mettre quelque chose de tangible et de cartésien dessus. Et c'est sans doute parce qu'on n'a pas réussi à trouver le moyen de diagnostiquer précisément cette intolérance. Donc c'est souvent la personne qui rapporte cet état de fait-là au corps médical, et c'est interprété différemment, parce que derrière, il peut y avoir on va mettre souvent en avant le facteur stress, on va mettre le terrain génétique, mais peu de fois, on va valider la piste du gluten. Donc, soit la personne sort un peu du cadre, soit il faut qu'elle fasse son chemin à elle-même.
D'où le fait qu'il y a aussi des abus, faut pas le nier, dans le fait des fois de trop proposer d'alternatives au sans gluten, alors qu'il n'y aurait pas spécialement besoin. Alors si on doit donner une définition du gluten, elle est très simple, hein, de manière sémantique. Ça ressemble à engluer, gluant, agglutiner, donc en gros colle. C'est ça que ça fait. Si on regarde aussi à quoi servait hors l'alimentation le gluten, entre les deux guerres, on mélangeait de la farine de blé à de l'eau et ça faisait une colle à papier peint. C'est surtout cette image-là qu'il faut garder, de colle. Je reviendrai souvent à la muqueuse intestinale, aux villosités, à la malabsorption, à l'irritation. Dès le départ, il faut que vous voyez qu'il y a ce symptôme-là de colle. Mais de la même façon que tout le monde a travaillé une pâte ici, elle se rend bien compte qu'il y a une élasticité quand on travaille de la farine de blé, et qu'il y en a moins quand on travaille par exemple une farine de sarrasin, une farine de riz. La différence, c'est donc ce gluten qui va venir agglutiner, qui va absorber l'eau, qui va gonfler, qui va permettre de pétrir très facilement et de faire lever très facilement. Pour faire simple, c'est ça. Si on est dans des termes plus techniques, on va dire que le gluten, c'est des fractions de protéines. Les protéines, c'est des briques, c'est des constructeurs du système humain, au niveau de l'organisme, au niveau cellulaire. Et puis après, c'est un amalgame de deux protéines. Voilà, il va y avoir dedans deux familles, la prolamine et la glutéine. Voilà, pour faire simple, c'est ça qu'il faut retenir. C'est des chaînes d'assemblage de protéines. On verra plus tard qu'elles ont des différences notables, parce que protéines, ça veut tout dire et rien dire. On a souvent en tête que c'est lié à la viande, la protéine. Pour ceux qui avaient fait la dernière conférence, on avait abordé longuement les protéines végétales, et plus spécifiquement les protéines céréalières, en mettant en avant plutôt leurs méfaits au niveau de l'acidification, au niveau des facteurs antinutritionnels, et en mettant un petit peu en exergue le gluten. Et évidemment que ces chaînes de protéines-là, on va beaucoup s'y attarder, parce que c'est ça qui crée la problématique de fond pour l'intolérance. De manière générale, c'est toujours là-dedans qu'il faut aller regarder. C'est au niveau de l'échange, du travail du système enzymatique, du système digestif, par rapport à l'apport et à la détermination des composantes des molécules d'une chaîne de protéines. Alors les prolamines, ce sont des protéines qui sont hautement toxiques chez les personnes qui sont disposées à la maladie de cœliaque. En gros, il va y avoir des réactions au niveau du système immunitaire qui fait que les globules blancs, le système immunitaire de manière générale, va venir détruire l'intestin. Donc il va se désagréger. Il va y avoir une perméabilité qui va se créer. Et c'est ce qui crée des douleurs très violentes chez les gens qui sont cœliaques. Donc eux, on est dans de l'intolérance très forte. Et c'est là où il y a une problématique au niveau médical. C'est qu'on considère que si on n'est pas cœliaque, on peut manger du gluten. Et on n'établit pas de degré. C'est ou 0 ou 1, c'est binaire. Alors qu'il peut y avoir une intolérance haute, ou une réaction symptomatique, qui peut être au-delà de la crise violente, qui nécessite l'hospitalisation, comme quelqu'un qui est cœliaque. Et c'est là tout l'enjeu, à mon avis, des prochaines années, entre d'une part la compréhension de ce qui se passe au niveau physiologique sur la muqueuse intestinale, et d'autre part tout le regard qu'on a pu développer sur les peut-être 50 dernières années. Il y a autre chose. Il y a un très bon exemple pour ça, c'est le docteur Kousseline, beaucoup connaissent, qui elle avait mis en avant déjà, à son époque, les méfaits des blés modernes, et en les substituant par d'autres, en voyant ces effets-là d'irritation sur la muqueuse des intestins. L'enjeu, à mon avis, c'est de faire collaborer les pôles au niveau médical. C'est-à-dire que le médecin généraliste soit en phase avec l'allergologue, que l'allergologue soit en phase avec le nutritionniste, et qu'il lui-même soit en phase avec les derniers outils de recherche. Et dans le meilleur des mondes, que le naturopathe arrive à se greffer là-dessus, puisque là on est dans une dynamique de terrain, et pas dans une réaction symptomatique isolée. Et la naturopathie travaille systématiquement sur le terrain, c'est-à-dire sur le déterminisme de la personne, au-delà de son symptôme, c'est d'aller chercher la cause. On estime qu'il va y avoir une explosion de personnes qui vont être sensibles au gluten, et pour l'heure, on a très peu de solutions à leur proposer.
J'ai envie que cette conférence soit aussi pratique, donc n'hésitez pas à m'interrompre pour vous apporter votre expérience. Ça doit être fait sur un échange. Là, je vais amener mon expérience personnelle en tant que thérapeute. Au moins 70-80% des gens que je reçois en séance, je vais dire pour tout type de pathologie confondue, trouvent un mieux-être avec l'arrêt du gluten. Je ne suis pas anti-gluten spécifiquement, mais par empirisme, c'est ce que je constate. Ou alors c'est les gens qui me l'amènent en tant qu'affirmation en me disant « j'ai entendu ça, j'ai arrêté, ça va mieux, je veux comprendre, je viens vous voir ». Ou alors c'est moi qui suspecte cette piste-là et qui l'enlève. Mais c'est au moins les 3/4 des personnes. Et je ne suis pas le seul. C'est ce qu'on constate très largement, et de plus en plus, en tant que naturopathe, et de plus en plus de nutritionnistes aussi le mettent en avant. Pour moi, mon espoir, il est plus dans les nutritionnistes que dans la naturopathie. Les nutritionnistes sont déjà intégrés beaucoup plus au niveau du corps médical. C'est-à-dire que, vu que c'est une profession parallèle, la naturopathie, parallèle en général, ne se croise jamais. Tandis que le nutritionniste, lui, il est intégré au corps médical. C'est pas une question d'ego ou d'orgueil de parler de la naturopathie, mais en tout cas, il faut apporter vraiment une réponse à ces gens qui souffrent beaucoup. Ça va toucher de multiples affections, maladie de Crohn, où j'ai beaucoup de gens et pour lesquels on n'a pas suspecté un problème de gluten, et ça peut aller jusqu'à des difficultés très lourdes à gérer au quotidien, alors que le simple arrêt amoindrit très considérablement les douleurs. Donc c'est surtout pour ces maladies-là qu'il y a urgence, parce que c'est des choses qui sont assez invivables, qui sont très handicapantes, et où il y a des protocoles assez simples à appliquer. Les plus simples, je pense que tout le monde les connaît, c'est ceux du docteur Seignalais, Jean Seignalais. Si vous ne le connaissez pas, je vous invite à regarder ses travaux. C'est quelqu'un qui a écrit il y a 40 ans, il est chirurgien gastro-entérologue à Montpellier. Lui, il avait mis en avant tous ces problèmes du rôle des gluten, céréales modifiées, on parlait aussi du maïs, on y reviendra plus tard, et des produits laitiers sur les maladies auto-immunes, notamment, l'arthrite rhumatoïde, etc. Beaucoup travaillé aussi sur le rôle des capitales des enzymes, qu'on a évoqué un petit peu en introduction. Donc, la porte d'entrée pour la compréhension du phénomène sans gluten, d'un point de vue strictement médical, c'est le docteur Jean Seignalais. Et c'est assez dommage qu'il ne soit pas enseigné à la faculté. On va dire celui qui a un peu repris le flambeau aujourd'hui, c'est le professeur Henri Joyeux, qui est très connu et qui parcourt toute la France pour donner des conférences gratuites, il faut quand même le signaler, pour mettre en avant ce rôle capital de l'alimentation au niveau des pathologies modernes. Il était l'année dernière, quasiment à la même époque, à la faculté de médecine de Besançon, l'amphithéâtre était blindé, on a refusé des dizaines et des dizaines de personnes. Par contre, quand on l'écoute parler entre les lignes, on comprend que lui, il le sait depuis 40 ans, mais qu'il a attendu d'avoir fait, entre guillemets, sa carrière, pour pouvoir le verbaliser et ne pas être mis au banc du corps médical. Donc, c'est par les efforts consentis par des personnes comme lui que les choses bougeront, que les lignes vont bouger entre ce qui était les connaissances d'hier et la réalité d'aujourd'hui. C'est important de savoir qu'on est dans cette dynamique-là. Alors, chez qui le gluten est dangereux? Parce que là, on parle de problématique de gluten, évidemment. Beaucoup de gens mangent du blé ici, ça sonne bien, donc on se rend compte qu'il y a des gens qui sont plus touchés que d'autres. On va dire qu'il y a trois types de personnes. Évidemment, les gens qui ont la maladie cœliaque, les personnes qui ont des problèmes de maladies auto-immunes, quelles qu'elles soient, et puis ceux qui sont banalement sensibles au gluten. C'est-à-dire, je mange de l'avoine, de l'orge ou du blé, je sens que j'ai le ventre qui gonfle, je suis un peu irrité, j'ai la digestion lourde, je sens que ça tourne pas bien. Voilà. Ça, c'est les 3 catégories de personnes qu'on peut déterminer. Alors la fréquence de la sensibilité au gluten, c'est ça en fait qui fait le levier au niveau médical et qui fait débat entre les médecins, c'est-à-dire à quelle fréquence et selon quel degré on peut accorder de l'importance et de la validité à cette théorie. Par contre, ce qu'on comprend aujourd'hui, ce qu'on mesure, c'est le mécanisme inflammatoire au niveau des villosités intestinales. Et c'est là où il faut, à mon avis, s'attarder, pas uniquement à partir des prélèvements par biopsie sur la muqueuse,
mais plutôt par constat que, par exemple, les gens arrivent à manger de moins en moins de crudités. Et là, on sait que c'est par inflammation, vu que les fibres dures des crudités vont venir irriter fortement les intestins. Évidemment que n'importe qui est fait pour manger des crudités. Et des personnes qui n'arrivent pas à la tolérer, on mesure qu'il y a une inflammation sur les intestins. C'est notamment dans ces cas-là où on a le plus grand levier d'action. Les personnes qui n'arrivent pas à gérer les crudités ou qui ont le ventre qui gonfle, ce qui représente quasiment la moitié des personnes que je peux voir, là c'est un effet qui est en 10-15 jours constatable immédiatement. Le fait d'enlever les produits à gluten. Donc c'est essentiellement au niveau de la muqueuse intestinale que se traduit la sensibilité au gluten. On va dire que les cellules s'altèrent et les villosités cessent de se raccourcir. Elles vont prendre un aspect plus massif, elles vont comme s'aplanir. Et la problématique, au-delà de l'inflammation, c'est que ça va résorber l'assimilation des nutriments. En gros, les intestins, c'est la mode en ce moment des extracteurs à jus. Le meilleur extracteur à jus, c'est les intestins. Presse, le jus nutritif passe dans le milieu intérieur, dans le sang. Si les intestins sont irrités, ils vont avoir tendance en plus à vouloir éjecter ce qui l'irrite. C'est pour ça qu'on va avoir des phénomènes plutôt de diarrhée, avec des morceaux d'aliments qu'on va rentrer dedans, forcément, parce que c'est un agent agressif, le corps cherchera toujours à se débarrasser, que ce soit par vomissement ou par éjection par le rectum. Et puis, ou par saignement, oui, ou alors par rejet au niveau de la lymphe, des abcès, des choses comme ça. En tout cas, le fait que ça s'aplanisse au niveau de la muqueuse, on va mal absorber. Et on constate des phénomènes de carence chez des gens qui mangent apparemment de manière équilibrée, qui ont une sensibilité au gluten, et ça s'explique très bien, que soit la muqueuse est perméable, donc il y a des mauvaises chaînes moléculaires qui passent, en plus de produire des phénomènes d'allergie, des maladies auto-immunes aussi, vont induire des carences, en plus de fatiguer les émonctoires, évidemment. Les émonctoires, voilà, le foie va devoir plus filtrer ce sang qui est irrigué d'aliments, de nutriments qui n'ont rien à y faire. Les reins vont devoir plus travailler pour éliminer les déchets toxiques, et évidemment les intestins vont être mis continuellement à contribution. La paroi lisse et la surface d'absorption vont être réduites. Alors, pour faire la surface d'absorption au niveau des intestins, c'est l'équivalent d'un terrain de football. Voilà, pour vous donner une idée, on dit souvent il y a 6-7 mètres, mais en fait c'est vraiment en accordéon qu'on le voit. Donc c'est tout ça, cette surface d'absorption, et qui va avoir tendance à presque s'aplanir de colle. Il faut imaginer plein de villosités comme ça qui vont venir s'aplanir. Et c'est ça qui crée l'absorption. Alors évidemment tout ça, cette absorption réduite, ça va produire différents phénomènes. Donc les carences, j'en ai parlé, des réactions immunitaires, dont l'inflammation permanente. Il faut vraiment voir une irritation. Moi, l'image que j'ai trouvée pour illustrer, c'est ça. Pour le gluten, c'est-à-dire là, c'est pas grand-chose. C'est à peine dérangeant. Au bout de la conférence, je pense que ça en va une baffe. Et à la fin de l'année, il y aura une fracture au niveau de la clavicule. Mais ça commence par une stimulation petite, mais répétée, systématique. Si on regarde le nombre de fois on peut manger du blé dans une journée, c'est-à-dire les mueslis au petit déjeuner, la barre de céréales ou le croissant à la pause de 10 heures, du pain le midi, une autre céréale l'après-midi, quelle qu'elle soit, une petite barre céréalière, et le soir des pâtes ou encore du pain. Donc on peut en manger 5 fois dans la journée. Si on sait qu'un aliment amidonné, ce qu'on appelle vulgairement un peu à tort féculent, c'est entre 3 heures et 5 heures de digestion. Au bas mot, 3 fois 5, 15. Je digère 15 heures dans ma journée. Pendant 15 heures, je travaille à irriter mes intestins, si jamais j'ai une sensibilité. Et quand bien même, c'est un travail qui est lourd. On le verra plus tard au niveau de la capacité enzymatique à répondre à cette demande. Donc derrière, quoi manger et avec quoi associer, puis surtout combien de temps ça prend. Évidemment que le pare-feu, le contournement que j'utilise pour aider les gens qui ont ces problèmes de perméabilité et d'inflammation au niveau des intestins, si je prends toujours l'image, si je me coupe, c'est une muqueuse, la peau, elle va cicatriser toute seule. Ça va se faire, dans des conditions spécifiques. C'est-à-dire, il ne faudra pas que je me gratte tout le temps, il ne faudra pas que je l'humidifie tout le temps, il faut que ça se referme avec une action, alors il faut que je laisse isoler. Même chose pour un coup de soleil.
Si je retourne continuellement au soleil, je vais introduire l'inflammation. Si je me mets à l'ombre, ça va se résorber tout seul. Donc le but, c'est de réduire les temps de digestion. Si je ne sollicite pas ma muqueuse, avec un passage d'aliments, quel qu'il soit, elle va pouvoir s'auto-régénérer. C'est pour ça que il y a des gens ici que j'ai eu, plusieurs personnes que j'ai eu en consultation, tous les matins, je dis que des fruits. Alors tout le monde fait la gueule, des fruits. Par contre, il n'y a plus le coup de barre de 10 heures. Et puis, on se rend compte que les fruits, c'est 25 minutes de digestion. Par rapport à 4 heures. Ça fait 3h30 où le corps a le temps de se réparer. Et si on fait la même chose à la pause de 10 heures, et la même chose à la pause de 4 heures, on gagne un temps considérable de digestion, et le corps le met à profit pour guérir. C'est uniquement par des mécanismes comme ça qu'on peut réussir à réparer une muqueuse de manière efficace. Évidemment, il y a toute une batterie d'outils qu'on peut mettre en complément. On peut penser aux probiotiques, on peut penser aussi aux diètes liquides, c'est-à-dire où ça va vraiment passer par-dessus, c'est-à-dire le soir manger qu'un bouillon pendant quelques temps, voire même un jeûne hebdomadaire, boire que des liquides la journée. Mais, en tout état de cause, une muqueuse inflammée, il faut la laisser au repos le plus longtemps possible. Gardez toujours cette image de la peau. Ce qui est à l'extérieur, c'est la même chose à l'intérieur. En effet de cellules, il y aura des peaux mortes, ça va se reconstituer tout le temps, les cellules se détruisent, elles se régénèrent en permanence, et à l'intérieur, c'est la même chose. Un aliment amidonné, c'est ce qui prend le plus de ressources au corps. Il faut 300 molécules d'eau pour hydrolyser une seule molécule d'amidon. En plus, on va mobiliser l'eau qu'on va apporter pour l'hydratation, essentiellement pour tolérer, pour agglutiner cette eau-là. Ce qui est simple à comprendre, quand je parlais de faire une pâte, la tarte par exemple, quand vous mettez votre eau sur la farine, elle ne s'imbibe pas. Il faut que vous brassiez dedans pour que ça rentre, que ça casse un petit peu les fragments, pour pouvoir réussir à créer une pâte, et après elle gonfle. Tout ce qui est amidonné, et à plus forte raison quand c'est à haute teneur en gluten, ça demande énormément d'eau. Ce qui est souvent le cas, quand vous mangez un plat de pâtes, vous avez soif. La soif. Vous mangez un fruit, vous n'avez pas avoir cette réaction de soif. C'est pas parce que le fruit contient plus d'hydratation, c'est parce que le corps a besoin de cette eau-là pour hydrolyser correctement les molécules d'amidon, et à plus forte raison, celles qui sont riches en gluten. Alors comme je disais en préambule, on sait facilement diagnostiquer l'intolérance au gluten, donc sous forme de cœliaque, mais assez peu, on va dire, la sensibilité. Le problème, c'est que les symptômes peuvent être totalement généraux. Et le problème que j'ai constaté, c'est que souvent les médecins, alors il y a deux choses. C'est alors je suis pas anti-médecin, je peux le dire, je vous parle de généralité. Hein. Donc, moi je rapporte ce que les gens me disent, c'est pas du jugement. La plupart des gens, venant me voir pour des problèmes d'intestin, sous son antidépresseur. Il n'y a pas spécifiquement de problème psychologique, si ce n'est de subir quelque chose qu'ils ne comprennent pas. Mais le médecin va faire, par outil diagnostic qu'il a à sa disposition, voit qu'il n'y a rien. Donc c'est, ou je ne sais pas, je botte en touche et je dis, c'est dans votre tête, ou alors, parce qu'on sait que c'est vrai qu'il y a un impact de la somatisation sur il y a des gens qui sont des ulcères de stress, et il y en a d'autres, j'ai eu le cas encore hier soir, quelqu'un qui dit, dès que j'ai un stress, moi j'ai la diarrhée, je peux limite pas me retenir. Donc on sait qu'il y a une incidence. Le médecin peut dire, là, par outil d'analyse, je vois rien. Je pense, est-ce que vous subissez un stress? Oui, c'est vrai, en ce moment, il y a ça. Et si on se prend tous aujourd'hui, on a un peu plus de 30. Que celui qui n'est pas stressé aujourd'hui, lève la main. Vous? Ça va. Ok. Une sainte. Mais, vous voyez ce que je veux dire. Donc c'est pour ça que c'est très dur. Et parce qu'on n'a pas les outils. On n'a pas les outils pour comprendre, et la personne n'a pas les connaissances pour pouvoir expliquer justement sa situation. Parce que des fois, ça n'a rien à voir. À dire, en tant que naturopathe, on sait qu'un mot de tête peut venir d'une intolérance, d'une allergie. Le médecin, dans sa formation, il n'a pas ça. Il fait mal à la tête. Et la formation d'un médecin au niveau alimentaire, elle est très... chacun sa spécificité, de la même façon que moi, les gens me racontent des pathologies à rallonge, je ne sais pas ce que c'est, on parle de molécules, je ne sais pas ce que c'est. C'est pour ça que c'est la complémentarité qui est importante. Et évidemment qu'un mal de tête, on aura très difficilement l'instinct de dire c'est au niveau alimentaire, si on n'est pas là-dedans. Alors que c'est souvent le cas, c'est ce qu'on constate le plus souvent. Même chose pour des écoulements nasaux, des sinusites à répétition. Peu de personnes ont en tête que c'est
ça peut venir de quelque chose au niveau alimentaire. Alors je vais donner quelques autres exemples au niveau symptomatique. Migraine chronique, là c'est assez fort. L'arthrose, le reflux gastro-œsophagien, les fatigues, les troubles du sommeil aussi, l'anxiété, l'eczéma, les allergies, les douleurs abdominales, diarrhée, tout ce qui va être trouble articulaire, voire même neurologique. On dit souvent le ventre, c'est le deuxième cerveau. Voilà, aujourd'hui on sait qu'il y a des liens très forts entre le système nerveux puis les intestins. Il y a tout un tas de livres qui sont sortis là-dessus, de médecins, il y a tout un tas de reportages qui ont été faits, notamment sur Arte, des choses qui sont très bien faites. Aujourd'hui, on le sait, on mesure aussi en psy, quand on fait des arrêts de gluten, on voit qu'il y a un mieux-être, un apaisement des symptômes. On l'a vu aussi au niveau du milieu carcéral, où il y avait moins de violence. Voilà, il y a tout un tas de groupes tests qui sont faits, où on voit qu'il y a cette incidence-là. Chez les enfants hyperactifs aussi, c'est énormément le cas. On a constaté que les polyphosphates et le gluten augmentaient ce phénomène, voire le créaient uniquement. Donc c'est plusieurs médecins qui se pensent sur la question. Il y a une dame qui intervient pour l'association Cap Santé 71 notamment, qui travaille beaucoup depuis une quinzaine d'années par rapport à ce phénomène de polyphosphate et de gluten de l'alimentation des enfants pour les troubles nerveux. Alors moi, ce qu'on me répond tout le temps, quand je dis mangez plus de blé, tout le temps, la même chose pour le produit laitier, on a toujours mangé du blé. C'est toujours, tout le temps. Moi je l'entends, parce que je viens d'une famille paysanne où on cultive le blé, donc je le sais, pour autant je suis allergique. Voilà. Qu'est-ce qui se passe? Il y a quand même quelque chose là qui tourne pas rond. Pourquoi on viendrait pointer le blé du doigt s'il fait autant partie de notre alimentation? Déjà, est-ce qu'on parle de la même chose? Est-ce que le blé d'aujourd'hui est équivalent au blé de nos ancêtres, au blé d'il y a peut-être 3 générations? Aujourd'hui, on peut affirmer, sans fausse langue de bois, si on est objectif, que c'est un pur produit des manipulations génétiques. Le blé. C'est un OGM. On pointe souvent le maïs, qui est extrêmement modifié, en disant que c'est un OGM, des OGM de maïs, mais on parle jamais du blé. Sans doute parce que culturellement, le maïs, ça vient d'Amérique du Sud, et que le blé, ça touche trop à notre affect. Mais de manière générale, l'alimentation, c'est que de l'affect. Puisque je parlais de ma famille, évidemment, on mange selon un réflexe culturel, social, familial. Si j'avais été adopté ou laissé dans la rue et adopté par, je sais pas, des Andalous, on mangeait à l'Andalouse. Si mon père avait été muté en Inde, j'aurais mangé comme un Indien. Si ma mère avait rencontré un aborigène, j'aurais mangé comme un aborigène. Mais avec le même capital génétique. Donc ce que je mange, c'est uniquement en fonction de mon contexte. Si on me traîne par la main dans ces allées-là, je sais ce que c'est que le bio. Sinon, je ne saurais peut-être pas. Si on me dit attention au blé parce que j'ai mal, on fait la fin en mangeant. Si on me dit il faut manger de la viande à tous les repas, voilà. C'est uniquement social, familial et culturel l'alimentation. Et c'est ça qui est le plus dur, j'ai remarqué, c'est de déverrouiller ça, parce qu'on a l'impression qu'on est dans le jugement. Alors qu'en fait on est dans l'objectivité normalement quand on parle de l'alimentation. On n'est pas dans l'affect, on est dans le besoin physiologique. Je mange pour vivre, mais je ne vis pas pour manger. En vrai. Bien sûr que l'alimentation c'est du plaisir, mais il faut réfléchir à qu'est-ce qui doit contenter notre besoin. Donc aujourd'hui, avec cet organisme génétiquement modifié, est-ce qu'il colle à nos besoins? Vous vous doutez bien de la réponse, évidemment. Quand on me dit l'homme a toujours mangé, l'homme a toujours mangé, donc c'est un argument qu'on peut entendre. Donc en gros, la culture des céréales, ça remonte entre 4 et 6-7 000 ans. Ça peut paraître beaucoup. Si on prend l'échelle de l'humanité, de l'existence humaine, quelques millions d'années, on va dire que on va prendre une année civile comme base, comme échelle à la durée de vie de l'humanité. D'abord, on mange des céréales depuis 2, 3, 4 jours maximum. Donc c'est très court. Et c'est pas parce qu'on a fait ça que c'est forcément juste. Bien sûr que la culture céréalière a permis le développement des civilisations. C'est aussi en fonction de la sédentarité qu'on a eue, quand il y a plus de nomadisme. Donc c'est de voir qu'en fait, l'alimentation, elle a collé à un besoin de survie, de développement, mais à quel prix?
et sous quelle forme. Donc déjà, c'est pas on en a tout le temps mangé, c'est très très récent. Ensuite, on a vu que c'était pas des protéines facilement scindables pour l'organisme. Donc il y a une nécessité de mutation au niveau de la biologie humaine. De la même façon qu'on a fait muter le blé avec le temps, on verra plus tard, il y a une nécessité biologique pour l'humain de développer un capital enzymatique, ou une tolérance pour ce qui n'était pas dans son alimentation, ou qui était très occasionnel. En gros, c'était des plants sauvages sporadiques, et puis pour manger un grain d'orge, parce que l'orge c'est la plus vieille variété de céréales à gluten qui existe. Je ne sais pas si vous avez déjà essayé de manger un grain sec d'orge, il faut y aller. Donc, ça nécessite un procédé de transformation. Les céréales ont été les premiers aliments qui ont nécessité le processus de transformation. Si je cueille des baies, des fruits, des racines, je peux les manger directement. Si je tue un animal, je peux manger sa viande crue. En revanche, les céréales, je ne peux pas. Physiologiquement, c'est pas possible de casser le grain avec les dents. Il faut ou que je les trempe, ou que je les fasse germer, ou que je les fasse cuire. C'est là où des gens doivent se poser une première question. Est-ce qu'une alimentation qu'on doit autant transformer pour l'accepter doit faire autant partie de notre régime alimentaire? Au-delà du fait qu'on mette un bémol sur le fait que ça a toujours pas fait partie de l'alimentation humaine, il faut voir si le blé arrive à être digéré. Là, ça nous renvoie directement aux enzymes correspondant à l'aliment. Ça va être la même chose, du fait que je ne suis pas adapté spécifiquement en tant qu'humain pour brouter de l'herbe. Je ne suis pas non plus adapté spécifiquement en tant qu'humain pour boire le lait de notre mammifère, à plus forte raison, après une période de sevrage. Tout simplement parce que j'ai plus de lactase. Et si j'avais de la lactase au départ, c'était pour digérer le lait de ma maman. Ou d'une autre femme, d'une nourrice, au sens étymologique du terme. C'est ça qui est important de voir. Et là, on est vraiment dans le besoin physiologique. C'est-à-dire, le lait du mammifère est fait pour le petit de la même espèce jusqu'à sa période de sevrage. Le lait de vache est fait pour le veau jusqu'à 6 mois. Après, il broute de l'herbe. Le lait maternel humain est fait pour le petit jusqu'à ce qu'il ait plus d'enzymes de digestion du lait. 3, 4 ans, maximum. Ensuite, il y a d'autres choses. Évidemment qu'après, là c'est là où c'est important, c'est qu'on sait que 85% de la population mondiale a intolérance au lactose, au sucre du lait. Donc ça veut dire qu'il y a 15% qui le tolèrent. Si on regarde ces personnes, elles sont situées dans les pays, on va dire, essentiellement européens vers le nord. C'est par nécessité biologique d'acceptation d'un produit à forte consommation que le corps a muté pour accepter et tolérer. Est-ce que vous voyez ce que je veux dire? C'est vraiment ça qui est capital de comprendre au niveau alimentaire. Je prends souvent l'exemple de la cigarette. La première cigarette que je vais fumer, elle va me faire tousser et cracher mes poumons. Au bout d'une semaine, ça sera moins pire. Au bout d'un mois, j'en fume 10, 15, ça va. Si je grandis en tant que petit dans une famille de gros fumeurs qui fument à l'intérieur, la première cigarette ne me fera pas tousser. Pour autant, est-ce que le fait de ne pas avoir de réaction symptomatique est bon signe ou pas? On peut même aller plus loin, si on pousse le raisonnement bêtement, non pas bêtement, de manière pragmatique. J'ai un ami fumeur qui fume et qui ne tousse pas. Je suis habitué à fumer, il n'a pas d'expectoration violente. Je l'invite au sport d'hiver à 2000 mètres d'altitude. Là, il va tousser violemment, il va s'arracher les bronches. Est-ce que pour lui, l'air frais serait plus nocif que l'air de la cigarette? Ça paraît très bête comme question, mais c'est là la grosse différence si on s'intéresse au terrain plutôt qu'à la réaction symptomatique. À certaines personnes, quand je demande de la neutralité de gluten, ils m'appellent dans la semaine d'après, j'ai été pris de crampes violentes au ventre, j'ai eu des diarrhées, j'ai pas pu bouger, c'était insupportable. Qu'est-ce que vous m'avez fait? Est-ce que je vous ai donné un complément alimentaire? Non. Qu'est-ce que je vous ai dit? Vous m'avez dit d'enlever, en général, j'enlève produits laitiers gluten. Donc je dis, qu'est-ce qui se passe? Je suis en carence. Est-ce qu'en 5 jours, de seulement pas manger, est-ce que ça vous semble? Là, évidemment, je suis taquin, je repose des questions, mais c'est pour renvoyer la personne à sa réaction de son organisme pour qu'elle se réapproprie et qu'elle se pose des bonnes questions.
qu'est-ce que ça peut être? C'est une violente crise d'élimination, de la même façon que quelqu'un qui va faire aussi un sevrage, ça va être très violent. C'est-à-dire, je suis plus malade que quand je prends de l'alcool. Tu me dis d'arrêter de l'alcool, c'est quoi le bénéfice? Je transpire, je tremble, j'ai les nerfs à vif. Qu'est-ce que tu me fais faire? Or, si on se base juste sur le symptôme, on pourrait dire par peur, il faut que je le réintroduise. J'avais pas ça. C'est là où tout le chemin est très compliqué, et la compréhension est très compliquée, et les échanges entre thérapeutes sont très compliqués. Soit on construit pour le long terme, soit on est dans la temporisation d'une réaction symptomatique désagréable. Soit, même, on est dans le fait d'inhiber cette réaction symptomatique, c'est-à-dire de la mettre de côté, de la cacher. Or, moi, je suis plus à ce que la personne, elle éprouve son corps, et qu'elle sache ce que ça fait réellement. Et je fais toujours la même chose, souvent. Protocole de 6 semaines, les gens qui viennent ici, voilà, je donne toujours le rendez-vous, deuxième rendez-vous 6 semaines. Il y a des gens qui sont sceptiques, qui disent, ne me crois pas, ne me croyez pas, recommencez à manger comme avant au bout des 6 semaines. Par contre, jouez le jeu 6 semaines. 6 semaines dans une vie, si vous avez poussé ma porte, c'est que vous n'avez pas trouvé mieux ailleurs, ça vaut le coup d'essayer 6 semaines. Il y a des gens qui refont l'expérience. Et là, ils se retrouvent avec des réactions symptomatiques violentes. Et c'est très sournois de ma part, ces 6 semaines-là, puisque je suis quasiment convaincu à chaque fois que les gens reprendront pas. Parce que même s'ils reprennent, ils reprendront pas après. C'est comme si on désinforme le corps. Vous voyez ce que je veux dire? On est typiquement dans le sevrage. Donc, c'est pas un vrai problème. Quand la personne arrive à comprendre ce qui se passe à l'intérieur de son organisme, au niveau biologique, si elle est prête à jouer le jeu quelques semaines, elle peut se réapproprier ce système digestif et voir à quel point ça lui prend de l'énergie et à quel point ça vient inflammer sa muqueuse. Donc on a vu que le blé, il avait été transformé. Moi je dirais que c'est un aliment mutant, ultra moderne, trop hybridé, pour faire simple. Aujourd'hui, la part des céréales au niveau de l'apport protéique, c'est 50%. Ça n'a jamais été tant. Alors, depuis qu'on a créé des céréales, enfin du gluten, c'est la même chose pour les céréales, ceux qui étaient à la dernière conférence, vous vous en rappelez, on a fait subir de nombreuses modifications au blé notamment. Donc, ça avait déjà une sélection, de quoi s'opérer par la main de l'homme pour dire, tiens, ce champ-là il donne mieux, je vais garder ces grains pour replanter l'année prochaine. Ça c'est une première. Ou alors les grains de la tribu au loin ont l'air de mieux rendre, je vais les choisir. Ils sont mieux résistants à la pluie, mieux résistants au vent, ils ont un meilleur système immunitaire qui permet de moins être attaqués par les insectes. La deuxième chose, et c'est là la plus problématique, c'est l'hybridation. Et je dirais même que c'est l'hybridation récente, c'est-à-dire, je vais prendre un blé du Caucase pour sa résistance à la sécheresse, et je vais le croiser avec un blé d'Europe occidentale, pour lui avec son système immunitaire. Puis je vais prendre aussi un blé du nord européen, qui est très court, ce qui fait que il va moins verser par le vent, puis il va mieux se récolter. Puis je vais en prendre un autre, plus au sud d'Europe, pour son rendement à l'hectare. La problématique aujourd'hui des céréales, et de manière générale des aliments, c'est qu'elle est produite pour un rendement industriel à l'hectare, mais en aucun cas pour une adaptabilité physiologique au système digestif humain. Et c'est vraiment là où il faut se mettre à jour. L'exemple le plus criant, c'est les tomates. Il y en existe des centaines et des centaines de variétés. Celles qu'on va retrouver sur les étals, c'est celles qui sont le plus facilement conditionnables, le ranger, le plus facilement calibrables. Et c'est pas de la faute des commerçants, parce que je sais, pour en parler avec certains, qu'il doit y avoir des calibres de mise en vente pour pas induire le consommateur en erreur. Par exemple, les poivrons du biscornu, il y en a des tas. En fait, ils sont pas mis en rayon parce que ça correspond pas à un standard. Donc aujourd'hui, la nourriture, elle est plus définie en tant que standard et esthétique et de conservation et aussi de rendement. Mais en aucun cas pour la digestibilité. C'est là la problématique. C'est pour ça que, par exemple, le panais, on trouve souvent plus en bio qu'ailleurs, parce qu'avec les grandes racines, ça s'agence mal, c'est pas facile à mettre, et il y a tout un tas de choses qui sont comme ça. La même chose, les tomates, celles qui sont un peu noires, à l'esthétique, elles vendent moins. Là, on est encore une fois au niveau culturel, plus sur une notion d'esthétique, que plutôt sur une question de goût. Donc la standardisation a fait qu'on a resserré ces choses-là. Ça va être la même chose pour les grains de blé.
on est habitué à un certain goût de blé, et du coup, dès que ça sort un peu de l'ordinaire, le consommateur n'ira pas. Malheureusement, et heureusement, c'est le consommateur qui va décider, qui va être l'acte même de la production. Si le consommateur ne prend pas, le récoltant, le distribuant va devoir s'adapter. Donc c'est là où aussi, nous, on a des leviers d'inflexion. Alors ce blé qui est ultra moderne, moi je dirais que c'est pas un aliment sain pour qui que ce soit. Sans parler de gluten. Parce que trop grande mutation génétique. Même bio, même complet, il est trop hybridé. Ça c'est clair. Il y a une trop haute teneur en glutamine, donc là on a vu que c'était la protéine qui irritait la paroi, et il contient moins de vitamines et de minéraux que par rapport à ces variétés anciennes. Ce qu'il faut surtout retenir, il y a un chiffre qui est essentiel pour comprendre ça, c'est les paires de chromosomes. Donc, en gros, les grosses modifications apportées sur le blé, elles datent des années 70. Alors c'est des noms à rallonge, qui relèvent plus de la pharmaceutique que de l'alimentation. Donc aujourd'hui, une variété de blé possède 21 paires de chromosomes. Nativement, le blé en a 7 paires de chromosomes. Donc on voit qu'il y a un différentiel, si je suis bon en maths, de 38 chromosomes. 32 chromosomes, ça veut tout dire et rien dire. En revanche, si je rapporte à l'humain, si j'ai la différence d'un chromosome, sur le 21e par exemple, il développe une trisomie qu'on appelle 21, on se rend bien compte qu'il y a un problème d'individu à un autre, voire même sur une altération chromosomique, ça peut être la mort. Là, on parle de 38 chromosomes. Donc pour moi, on ne devrait plus l'appeler blé. De la même façon que je dis, mon caniche est comme un pitbull. C'est un chien. On se rend bien compte que ça n'a rien à voir. Vous n'iriez pas de la même façon vers un caniche que vers un pitbull. Et essayez d'avoir le même regard pour un grain de blé. C'est-à-dire que l'appellation est la même, mais à l'intérieur, ce n'est plus la même chose. C'est ça qui est difficile à concevoir. Par contre, on voit avec les modifications OGM ce que ça apporte sur le règne animal. Tout le règne animal a été touché. On a vu qu'il y a des problèmes en fonction de l'alimentation de nos poissons, aux volailles et aux bovins. En déstructurant l'alimentation très vite, parce qu'ils ont des cycles de vie plus courts. Mais là, nous, on voit que depuis quelques générations, tout ce qui est problème de maladies auto-immunes, maladies intestinales, dégénérescence, c'est-à-dire le diabète, etc., c'est en explosion. Et ces maladies, on les appelle des maladies de civilisation. Ce qui entendrait que là où il n'y a pas la civilisation, il n'y a pas ces maladies. Ce qui est un peu bizarre, puisque la civilisation est censée amener le confort et l'état sanitaire. Mais, si on raisonne par rendement, par hybridation, on n'est plus dans la raison. Et c'est ça qu'il faut être absolument conscient. Donc on est vraiment basé sa réflexion sur ces chromosomes-là, ces 38 chromosomes différents. Donc, les chromosomes, c'est des brins d'ADN, servent à coder les protéines. Donc évidemment, on a vu que les protéines de blé, il y en a des dizaines en plus. C'est des protéines qui sont nouvelles, trop concentrées. Donc suivant le terrain de l'individu, sa génétique, qu'est-ce qu'il va manger, à quelle dose, ça viendra produire des effets plus ou moins forts. Le problème aussi de cette hybridation, c'est qu'on fait du pain aujourd'hui qui est industriel. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, avant, on disait artisan boulanger. C'est un savoir-faire, comme les bénisteries, etc. N'importe qui aujourd'hui peut faire du pain. Très simple. Pourquoi ? Parce que c'est tellement riche en gluten que je ne peux pas la déchirer, ma pâte, puis elle va lever toute seule. Je prends une toute petite boule de farine, vous l'avez déjà vu, même dans les émissions en pain industriel, les machines peuvent faire du pain. On prend une petite boule, ça gonfle, c'est beau, magnifique. Là, voilà. Là, on a passé de 5-6% de gluten dans les années 70. Aujourd'hui, il y a des pains qui arrivent à 20% de teneur en gluten. Multiplié par 4. Parce qu'on peut faire du pain très facilement. Allez, les pizzas, on les fait tourner, ça se déchire pas. C'est un art de faire une pizza. Aujourd'hui, c'est n'importe quel mec de 14 ans qui écoute plus ou moins ce que lui dit son personne qui lui apprend à être boulanger,
s'il a la tête un peu dans le cul, il va réussir à le sortir son pain au bout de la semaine. Je suis un peu cynique quand je dis ça, mais on se rend compte que c'est vrai. C'est un art de faire du pain. Et quand on me dit, on a toujours mangé du pain, je regrette. Les pains avant se gardaient une semaine, 10 jours. Trouver un pain qui se garde une semaine, 10 jours aujourd'hui. Alors qu'est-ce qu'il y a en moins? Ou qu'est-ce qu'il y a en plus, plutôt? Donc on a vu que ces protéines, il fallait absolument des enzymes adaptées pour les dissoudre. Les syndromes d'hypersensibilité au gluten, essentiellement donc les ballonnements. Et il y a une spécialiste en Suisse, c'est Madame Harrod, qui elle va plus loin en disant que 80% de la population, on va dire des pays industriels qui mangent du blé, serait intolérante au gluten. C'est un chiffre qui vaut ce qu'il vaut. Ça serait trop partisan de dire ça. Mais d'un autre côté, on va nous dire il y a 1% de cœliaques, c'est tout. Et d'un autre côté, 80%. Donc est-ce qu'il y a qu'est-ce qu'il y a quelque chose au milieu? Sans doute, on est plus subtil que des chiffres binaires. C'est vraiment notre ressenti qui nous dit ça donc. Mais il y a les deux sons de cloche. Ça nous renvoie aussi à la problématique de, plus large, de la consommation des céréales. Moi je dis souvent, et on dit qu'il y a l'arbre qui cache la forêt, moi je trouvais le terme, c'est les épis qui cachent le champ de céréales. Pendant une demi-heure, la dernière conférence sur le végétarisme, j'ai parlé des céréales, j'ai expliqué beaucoup de choses. Évidemment, pour le blé, c'est le cas. Donc les facteurs antinutritionnels, qui sont très présents, c'est-à-dire qu'on va être carencé, parce que dans la composition même des produits céréaliers et des facteurs antinutritionnels, c'est énormément acidifiant, parmi les aliments acidifiants. Et donc tout produit qui n'est pas physiologique, comme l'est un aliment génétiquement modifié, va induire une production de déchets acides dans l'organisme. Cette production de déchets acides, il va falloir qu'elle soit gérée par le métabolisme. C'est-à-dire au niveau de la cellule, il va y avoir une gestion plus ou moins aisée, il va y avoir une excrétion au niveau du système lymphatique, ensuite au niveau du système sanguin, ça va devoir être filtré en amont par le foie et en aval ensuite par les reins. Donc c'est toute cette problématique-là. J'ai quelqu'un que je suis qui a un syndrome de Berger, donc une maladie auto-immune au niveau des reins, et on s'est rencontrés il y a un an pile, très jeune, 25-26 ans, et il devait être greffé. Et évidemment, à part le potassium, il n'y avait rien qui avait été fait au niveau alimentaire, comme la prévention. Et lui, il s'était rendu compte que quand il mangeait du gluten, il avait une digestion très lourde, il avait mal aux reins et il transpirait. En naturopathie, on sait que la peau, c'est l'organe relais des reins. Quand les reins dysfonctionnent, ça va se passer au niveau de la peau, une surface d'échange de 2 mètres carrés, et ça va être ces rejets acides-là. Soit ça peut créer une transpiration plus abondante, plus odorante, des toxines qui sortent, voire des problèmes au niveau du derme, eczéma, psoriasis, toutes sortes de choses, voire développement de levure, de champignons, si jamais. Donc on a fait une exclusion des produits les moins physiologiques. Produits laitiers, les produits à gluten, et puis en diminuant drastiquement le volume alimentaire, de 1/3. Et au bout de 2 mois, ça s'est passé de mieux en mieux. Et puis je lui ai dit, maintenant il faut que tu saches si c'est ça ou si c'est autre chose. Parce que lui, il avait réalisé aussi une piste au niveau psycho-émotionnel. Quand il reprenait, ses dialyses se passaient moins bien, plus de travail, et les marqueurs étaient différents. Donc même pour des maladies comme des lésions rénales, où on ne soupçonnerait pas le rôle du gluten, et plus largement le rôle de l'alimentation, il y a un impact. Quand j'ai dit en me présentant que je travaillais essentiellement avec l'alimentation et très peu de compléments alimentaires, tout simplement parce que le gros du travail d'une journée d'un système humain, c'est de digérer. Donc si on dépense une énergie folle à essayer de tolérer et à gérer des choses qui nous apportent peu d'énergie, évidemment qu'on va être moins fonctionnel en tant qu'organisme. Pour moi, le premier levier
sur lequel on peut agir, et on a prise, parce qu'un problème psycho-émotionnel qui peut avoir un impact sur la somatisation, n'a pas toujours les clés. J'ai perdu mon père, je suis mal, voilà, j'ai perdu mon travail, j'ai une rupture, je suis séparé, ça on peut plus ou moins le gérer. Par contre, 3 fois par jour, au minimum, on peut se responsabiliser et conscientiser l'acte alimentaire. Et si on voit que tout aliment, qu'il soit seul, et à plus forte raison s'il est combiné, va avoir une incidence au niveau de la digestion, de la gestion du capital enzymatique, de l'assimilation, du facteur carentiel, de l'excrétion, de la gestion des toxines, du travail des émonctoires. C'est très large. Et pour moi, si je dois classer les poisons humains modernes, je mettrais le gluten et le lait de vache en numéro 1, mais pas par idéologie, uniquement par constat de ce qui se passe. Et j'ai vu plusieurs centaines de personnes, et sur ces plusieurs centaines de personnes, on parle toujours de la viande. J'ai fait une conférence sur le végétarisme, j'ai m'en fous, chacun fait ce qu'il veut. J'ai dû dire à 1 ou 2 personnes maximum, sur peut-être 1000 personnes que j'ai reçues, d'arrêter la viande. C'est pas le levier essentiel. Et il y a beaucoup de gens qui se tournent vers le végétarisme et qui vont contrebalancer vers les céréales. La première des céréales consommées, c'est le blé. Et pour moi, c'est vraiment une très grave erreur. Et on constate des problèmes de dysbiose intestinale plus fréquents chez les végétariens aujourd'hui que chez les mangeurs de viande, essentiellement par rapport à ce phénomène de gluten. C'est pour ça que j'ai fait cette conférence sur le végétarisme, et je me fais un peu de pub sur le salon bio qui aura dans 3 semaines. Je remets une couche avec, elle sera beaucoup plus poussée, cette conférence sur essayer de donner des clés pour manger végétarien correctement, puisque je constate qu'il y a un danger immédiat aussi sur cette catégorie-là de la population, qui se reporte par peur, par réflexe, vers les produits laitiers et vers les produits à gluten. C'est pour ça que pour moi, un végétarien, en théorie, n'est pas forcément en meilleure santé que quelqu'un qu'on dit omnivore. S'il est dans l'excès de consommation de produits céréaliers et surtout de blé, et aussi de produits laitiers, ça le fait vraiment pas. On est plus adapté à manger de la viande de par notre histoire que du lait de vache ou des céréales qui sont très récentes. Je préférerais ne pas faire une conférence très longue et qu'on accorde par contre un grand temps aux échanges, puisque j'imagine que la plupart des personnes ici, si vous êtes intéressés, c'est parce que vous avez déjà testé, ou vous intéressez, ou vous suspectez, vous avez déjà franchi le pas. Et je pense que ça serait plus intéressant d'avoir des retours de votre part, sur lesquels je pourrais rebondir ou pas, qu'on soit vraiment dans le pratique. Pour moi, on est plus au niveau santé dans le pratique que dans la théorie. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui voudrait ou poser une question ou apporter un commentaire? Oui. Oui. Ah, alors, là, pour le pain de blé germé, là, par exemple, le pain SN, qu'on va trouver peut-être ici. Alors, dans la germination, on n'est plus de la même chose, c'est une question qui est hyper intéressante, ça apporte un complément sur lequel je n'avais pas envisagé. La graine, quelle qu'elle soit, c'est un potentiel de vie. On a découvert l'année dernière dans les pyramides d'Égypte du kamut, une variété très ancienne de blé, plusieurs milliers d'années. On a réussi à le faire pousser. C'est absolument fantastique. Et là, on est dans l'observation du vivant, c'est-à-dire, on ne dit pas qu'une graine elle est inactive, elle est en dormance. Si je modifie ces conditions environnementales, c'est-à-dire que je simule une mise en terre et un arrosage, je fais tremper dans l'eau dans le noir, je vais voir le germe qui va pointer. Je suis plus dans un grain, je suis dans une graine germée qui est plus proche de la plante que du grain. Il va y avoir dans cette graine, au niveau physiologique, tout un tas de choses qui va se passer. Le blé, il germe, enfin on me dit, il passe en état de germination en 24 heures. Les inhibiteurs d'enzymes qui sont présents dans cette graine sont relâchés dans l'eau. C'est pour ça qu'on voit, elle se trouble quand on fait tremper une graine germée, quelle qu'elle soit. Et donc elle relâche des facteurs antinutritionnels. Ce que je disais, les facteurs antinutritionnels, c'est pas pour l'humain, c'est essentiellement pour les oiseaux. Pour qu'ils puissent ne pas tout manger la récolte et qu'il y en ait certaines qui repartent dans leur selle pour essaimer, pour que la nature se préserve et qu'elle ne soit pas privée d'une variété. Donc cette graine, elle va lâcher ses inhibiteurs d'enzymes et puis elle va vouloir germer. Sauf que c'est la phase la plus importante de sa vie de graine.
C'est là où elle a besoin de plus d'énergie. Sortir de terre, et puis donner un influx. C'est pour ça qu'on va retrouver dans les graines germées des informations qui n'existent pas dans la graine. Notamment de la vitamine C. Le blé, il n'y a pas de vitamine C dans la graine sèche. Par contre, dans le grain germé, il y en a. Et pourtant, c'est apporté par rien. Il n'y a pas de la vitamine C dans de l'eau. Et ça, je l'applique, ce raisonnement, à tout système humain, y compris l'homme. Pour moi, la carence, elle est plus par déficit de restitution que par manque d'apport alimentaire. C'est notamment le cas au niveau du fer. Bon, les gens qui se complémentent, le taux de fer sont très bas, plutôt par mauvaise utilisation de la cellule. Petit aparté, mais qui a un intérêt aussi, peut-être sur d'autres questions, on verra on peut faire un croisement. Donc cette graine va germer, et les teneurs en minéraux vont être multipliées par 3, 4, 5, 6. Et il y a une vitamine qui va être très importante dans le blé, et la vitamine E. Et la vitamine E, elle inhibe le gluten. Moi, je sais que, par exemple, ça déclenche des phénomènes allergiques respiratoires, le blé. Et si je fais du pain de blé germé, j'ai pas ça. J'ai une sensibilité un petit peu au niveau de la digestion. Mais par contre, ça n'a rien à voir. On est sur plus une plante qu'un grain. Par contre, il reste quand même dedans, ça reste une céréale, mais une céréale germée. Quand on parlait des facteurs antinutritionnels, les trypsines sont diminuées par 50% au niveau de leurs actions. Ça va être à peu près la même chose pour les légumineuses aussi. Donc c'est moins pire, je dirais. Oui, forcément, oui. Mais les chaînes de protéines par la germination, elles sont scindées en acides aminés simples. Beaucoup plus facile à digérer. C'est ce fameux problème au niveau de la protéine. Donc la germination, ça facilite. C'est une bidouille qui est bien utile. Mais de la même façon, ce que je recommande tout le temps, c'est quelle que soit la céréale, même que ce soit le grain, vous vous rendez compte pour les lentilles, vous les faites tremper 6 heures, vous avez moins de ballonnement. C'est valable pour n'importe quel grain. S'il y a des mécanismes de défense dedans, ayez ce réflexe de faire systématiquement tremper votre blé, votre orge, votre quinoa, votre sarrasin, votre abramante, vos pois chiches. Pois chiches, là, c'est l'exemple complet, voilà. Il y en a qui disent, j'ai mal au ventre, ça me tire, puis j'ai des gaz. Ouais, c'est souvent ça que ça se manifeste. Donc il y a un problème. Et quand on les fait germer, les effets sont beaucoup moindres. Donc qu'est-ce qui s'est passé au niveau de la physiologie de la graine? On lui a juste mis de l'eau. Mais on n'est plus dans le même raisonnement. De la même façon qu'un grain de blé d'aujourd'hui n'est pas un grain de blé d'il y a 100 ans, et ben une graine qui était sèche il y a 24 heures et qui a été humidifiée après n'est plus la même. On ne peut pas se contenter de prendre les éléments bruts comme ça et de faire des grandes généralités. Dire le blé, c'est nul. Quel blé? Les féculents, c'est bon. Féculents, ça veut rien dire. On va mettre dedans le quinoa, les patates, le riz, les aliments qui n'ont rien à voir. Rien à voir. On ne peut pas déterminer une alimentation pour un individu en fonction de critères aussi généralistes. C'est comment les aliments cohabitent entre eux, comment ils vont être biodisponibles. Est-ce qu'il y a des facteurs antinutritionnels? Par exemple, on sait que le fer, pour parler de la carence en fer, je rebondis dessus, on sait qu'en présence de vitamine C, ça augmente son assimilation du double. Par contre, on sait qu'en présence d'aliments acidifiants, notamment le lait de vache, on diminue par 2. Donc on a un ratio différentiel de 4. Si par exemple sur ma salade, je mets du parmesan ou du jus de citron, ça va pas être la même chose. Mais si on analyse ces aliments de manière externe, on va se contenter de les additionner. Alors que on peut pas concevoir l'alimentation comme ça. C'est comme si je disais, vous avez tel profil, monsieur a tel profil, ça va forcément coller ensemble. Non, il y a quelque chose de plus subtil comme ça. Je suis taquin, hein, monsieur qui a des confidences. On est dans le domaine du subtil. Il y a le docteur Adamo qui avait, lui, travaillé beaucoup sur les groupes sanguins. Les groupes sanguins différents. On vient de régions géographiques différentes. On a un environnement culturel, familial et social différent. On a des travails différents. On a un mental différent. On a une constitution différente. Mais complètement différent. On a des rythmes différents. Évidemment que notre alimentation doit être adaptée en fonction de ces différences. Et qu'elle ne peut pas être catégorisée pour dire l'humain doit manger ça. C'est quel type d'humain, quelle catégorie d'humain.
très 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 lent.